Bien, monsieur, bonjour. Merci d'être venu. Je suis Madame Nascimento, Jurema Nascimento. Je suis de Salvador de Bahia, Brésil. La plus grande concentration des populations noires en dehors de l'Afrique. Pour beaucoup de personnes, il est difficile d'être fier de soi-même en tant qu'afrodescendant si on ne connaît que la version européenne de l'histoire qui nous est inculquée depuis des centaines d'années, essayant de nous faire croire à la supériorité de la civilisation occidentale, d'après la philosophie de Lumière. L'importance de faire une rétrospective depuis l'Égypte pharaonique et jusqu'au présent, car l'évolution de notre peuple passe obligatoirement par l'éducation. Ces années à Paris m'ont aussi fait comprendre l'importance que l'Afrique a pour sa diaspora et combien la diaspora pourrait aider le continent africain. Mais comment pouvons-nous nous entraider si nous ne connaissons pas? L'idée m'est donc venue de monter le projet de l'année mondiale de la Renaissance panafricaine. Pendant un an, les pays de l'Afrique, des Amériques, du Pacifique et de l'Europe, à forte population noire, désirant participer, devront rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible toutes les informations disponibles sur l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, avant, pendant et après la période de l'esclavage et de la colonisation, dans le but de déstigmatiser l'image des Noirs dans le monde. L'objectif est d'impliquer la société civile à travers les associations locales, les blogs, les organisations sociales, les écoles, les universités et d'autres entités qui dialoguent directement avec la population de manière à divulguer le message d'une conscience de la Renaissance panafricaine. Je finirai avec une phrase qui traduit bien tout ce que je viens de dire, que c'est un peuple qui ne connaît pas ses origines, sa culture, ressemble à un arbre sans racines. Les Africains, la diaspora et les afro-descendants ont la chance de pouvoir se réunir autour d'une table, pouvoir discuter, de construire cette renaissance panafricaine. Je pense que pour le XXIe siècle, cette renaissance panafricaine doit passer par des bases institutionnelles. C'est-à-dire on doit réfléchir autour du pouvoir exécutif, comment allons-nous réfléchir à ce pouvoir exécutif panafricain, comment allons-nous réfléchir autour du pouvoir législatif panafricain, et me semble comment allons-nous réfléchir par rapport à ce pouvoir, cette autorité judiciaire panafricaine. Alors je pense que le continent africain, avec sa diaspora et ses afro-descendants, a tous les moyens pour pouvoir construire l'Afrique du XXIe siècle. Partout dans le monde, les communautés noires doutent. Elles doutent d'elles-mêmes, de leur passé, qu'elles ne décryptent souvent qu'à travers ou contre le regard de leurs anciens maîtres. Elles doutent d'un présent qui semble leur échapper, et doutent enfin d'avoir les moyens d'inventer leur propre avenir. Il n'est point besoin d'une enquête fouillée pour établir d'une part que l'ensemble des États noirs constituent une même politique et économique à l'échelle mondiale, et d'autre part que dans les États multiraciaux, y compris ceux qui sont les plus prospères, les communautés noires sont régulièrement les parents pauvres des systèmes politiques et économiques en vigueur. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que sur la scène mondiale, le monde noir est actuellement moins acteurs qu'objet de la stratégie politique et économique des États et de groupes mieux organisés pour défendre leurs propres intérêts. Mais permettez aux responsables politiques que je suis de concentrer mon propos sur les actions politiques et économiques à mener d'urgence pour permettre aux Noirs de reprendre confiance en son destin et faire valoir son génie propre dans un monde multiracial et culturel. Ici, ça me donne l'occasion de faire une parenthèse pour dire que lorsque nous vous invitons les Noirs à venir, comme on les a invités aujourd'hui, on constate qu'il y a une certaine léthargie à bouger. Ils ne sont pas là. C'est ce doute-là que j'ai certainement énoncé au début de mon propos. Donc, comment faire pour que le Noir retrouve cette confiance en lui-même, se sente concerné par les problèmes qui sont les siens? Mais il faut bien convenir que l'estime de soi des individus ou des communautés, immigrées, déportées ou non, dépend souvent du degré de fierté qu'ils éprouvent à l'évocation de leur patrie d'origine. Or, pour de nombreux Noirs africains de la diaspora, l'Afrique représente une mer indigne qu'il faut fuir par tous les moyens, ou au mieux, une maison déshéritée dont il faut absolument se détacher pour pouvoir prétendre à une vie décente. Ce mépris de soi, lié au mépris de ses origines, constitue des freins les plus puissants à l'esprit d'initiative du Noir dans les domaines politiques et économiques à l'intérieur des États et sur la scène internationale.
Il y a donc urgence à reconstruire l'Afrique en dotant ces États d'institutions fortes et stables. Tous les Noirs d'Afrique et la diaspora doivent se sentir concernés par ce formidable défi, car il s'agit de restaurer la dignité du sanctuaire quasi mystique qui préservera dans l'avenir le noir et toute tentation d'autodénigrement et d'auto-limitation. Le propos n'est pas ici d'appeler à un hypothétique retour en Afrique de toute la diaspora noire, mais d'insister sur la nécessité de reconstruire ensemble une puissante politique économique africaine qui pourra à son tour intervenir pour défendre les intérêts légitimes de ses descendants partout où ils sont menacés. J'ai toujours rêvé, en tant qu'homme politique, d'un espace juridique, politique et économique africain virtuel, ou plutôt noir virtuel, qui va au-delà des simples limites territoriales de l'Afrique. Parce que nous avons tout maintenant pour réussir. Ce qui est apparu à un moment donné comme une brutalité inouïe, comme un crime contre l'humanité, donc cet esclavage, peut se retourner aujourd'hui à être un avantage extraordinaire. Et là, on est obligé de faire appel à une intelligence américaine qui dit « Make your failure a success ». Quand j'entends les académiciens en Occident dire qu'il n'y a de philosophie qu'occidentale, je dis pardon. Nous avons Fabien Ebousi-Boulaga qui a écrit La crise du Muntu. Nous avons Paulin Untunji qui a écrit sur la philosophie africaine. Nous avons Achille Mbembe qui a inventé le concept très répandu aujourd'hui de post-colonie. Et enfin Jean-Godefroy Bidima avec le concept de traversée. Et il y a aussi une philosophie en tant que telle qui s'impose au reste de la pensée africaine, avec laquelle je ne partage pas tout. La place de l'identité dans l'afrocentrisme, enjeu pour la philosophie africaine. Il est communément admis que l'engagement en faveur du continent n'est légitime que pour ceux qui s'enracinent au sein de l'identité africaine. Cela n'est évident qu'en apparence, car de facto, cette représentation du rôle de l'identité exclut et divise la diaspora d'après des critères pour le moins arbitraires. L'afrocentrisme contemporain met en avant ce qu'il nomme l'idée kémitique de Maat. Pour Molefi Kete-Asante, une énième figure de l'afrocentrisme, l'afrocentricité se présente comme le moteur d'une reprise en charge de nous-mêmes, ça je suis d'accord, par l'activation proactive, systématique et consciente de soi, de notre africanité, afin d'assumer notre part d'espace humain. L'enracinement ne doit pas déterminer l'authenticité de notre identité, car celle-ci, l'identité, procède d'un choix purement contingent qui aurait pu tout aussi bien ne pas être. Il est important de démontrer tout d'abord pourquoi est-ce à l'individu et non à l'identité d'occuper une place centrale. Le professeur d'histoire Martin Bernal, de l'université de Cornell aux États-Unis, répond dans un ouvrage intitulé Black Athena qu'il a bel et bien eu un transfert de l'ancienne Égypte vers la Grèce qui a constitué pour l'Occident l'âge d'or. Donc antérieurement, l'Afrique a contribué à cet âge d'or. Cet important travail de recherche a conforté la thèse historiographique de M. Cheikh Anta Diop, qu'il a nommé « Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance », dans laquelle il a défendu que la civilisation égyptienne fut une civilisation noire. Sur ce point, l'afrocentrisme originaire a apporté de façon incontestable une importante pierre à l'édification de l'histoire universelle. Cependant, l'afrocentrisme, dans ses ramifications contemporaines, se fourvoie, selon moi, en faisant de la civilisation noire une entité culturelle fermée. Donc on ne peut pas nier la capacité de persuasion de l'afrocentrisme, outre son aspect radical. S'il s'impose, à nous, ce n'est pas pour rien. Il dit quelque chose. Il met le doigt sur quelque chose. Qu'est-ce que le pouvoir occidental a fait de la vie? En cela, les acquis de l'afrocentrisme peuvent aisément constituer un support non négligeable pour l'idée de renaissance africaine. Mais il doit oublier cette idée d'identité africaine fermée. La renaissance et le rayonnement du panafricanisme ne pourront être mis en œuvre que si ces acteurs tiennent compte de son influence sur le monde et réciproquement
de l'influence du monde sur le panafricanisme. Si le panafricanisme suit à la lettre les présupposés afrocentristes, elle commettra les mêmes fautes que l'idéologie qu'elle condamne, à savoir l'assimilationnisme occidental. Pour l'idée de la gouvernance, un point plus crucial, la gouvernance économique mondiale du panafricanisme. Doit-on se fermer aux expériences qui réussissent, parce qu'elles viennent d'Orient ou d'Occident? Il n'y a pas de ligne de conduite à suivre. L'Afrique doit trouver sa propre voie. À nous de trouver notre façon de gouverner. Les épistémés africaines sont par définition ce qui rend possible la connaissance des sociétés africaines, de ses mœurs et des traditions du continent. L'appropriation des épistémés ne doit jamais être comprise comme une acquisition définitive, que ce soit par les africanistes occidentaux ou par nous-mêmes, par les spécialistes de l'Afrique. Les épistémés sont ce que nous avons à partager en tant que civilisation. C'est ce que nous avons à offrir aux autres. C'est de cela que le panafricanisme doit s'emparer pour transmettre un message universel au monde, notamment du point de vue des sagesses ancestrales, pour lesquelles nous avons beaucoup à dire. Juste poser la question au président Souté. Est-ce qu'il y a une période dans la vie de l'Africain où son comportement était différent? L'Afrique n'a pas toujours été ainsi. Et c'est pour ça que je parlais de la main qui écrivait l'histoire, qu'elle était plus forte que celle qui l'a fait. Maintenant, l'Afrique ayant subi tous ces crimes, toute cette barbarie, doute d'elle-même. On lui a dit qu'il n'était pas intelligent et qu'il n'avait pas d'âme. Il y a cru. On l'a dépossédé même de son génie initial. Parce que les pots de terre, je suis sûr qu'il en existe dans ton village. Personne n'est allé apprendre, personne n'est parti d'Europe pour aller apprendre à nos mamans comment fabriquer des pots de terre. Quand j'ai été contacté pour intervenir dans le cadre de l'année mondiale pour la Renaissance panafricaine, j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est une grande initiative et quels pouvaient en être les enjeux culturels et spirituels. Bon, si nous prenons la situation sociale, j'irai rapidement, de l'homme noir, et je l'ai dit d'abord, comme je l'ai toujours dit quand je parle de l'homme noir, il faut que nous parlons de l'homme noir, ce n'est pas du racisme. Mais moi, dans mon entendement, l'amour est l'unique et la vraie et la seule race humaine. Mais cela ne nous empêche pas, parce que nous parlons l'amour, de mettre sur la table tous les crimes, tous les problèmes qu'il y a eu, pour dire que ça ne doit pas continuer. Quand il y a eu cette situation de Katrina, je me suis rendu compte, les États-Unis d'Amérique, toute première puissance qu'il était, qu'il y avait un problème. Mais après quelques temps après, il y a eu des dégâts ailleurs. George Bush est intervenu plus rapidement qu'il l'avait fait quand il y avait Katrina. Après, il avait présenté des excuses. Donc quand il y a eu Katrina, on s'est rendu compte que le problème de l'homme noir, loin d'être terminé, les problèmes restaient posés. Parce que si dans la première puissance, comme les États-Unis d'Amérique, que parmi les pauvres, il y a beaucoup plus de noirs que les autres, donc il y a un problème, il y a un sous-entendu. Je me suis rendu compte que quand le président Truman des États-Unis, en 1949, a parlé des nations sous-développées, dont les gens n'avaient pas compris. C'est-à-dire qu'on a développé toutes sortes de concepts et de pensées uniques qui a fait que même notre processus de socialisation, notre façon de nous lire socialement, a été intégré dans un certain nombre d'approches de concepts qui ont été développés par l'Occident. Donc notre socio-culturel est malade parce que tous les concepts fondamentaux qui peuvent nous permettre de construire notre bonheur social, tous ces concepts ont été confectionnés par les Occidentaux. Mais quand nous lisons Truman en 1949, quand il parle des nations sous-développées, il ne s'agissait pas de nous aider d'être développés. En fait, quand il disait sous-développés, c'était beaucoup plus de pays non développés. Il ne s'agit pas du sous-développement, mais du non-développement. Des gens qui ne doivent pas se développer. Ce sont des gens qu'on doit assister, leur donner à manger, leur donner des produits. Ce n'était pas un processus d'amener les gens vers le haut sur le plan social pour qu'ils puissent vivre aussi sur le plan scientifique, sur le plan l'aisance économique comme nous. Et toute la politique des Nations Unies du développement, Fonds monétaire international, Banque mondiale, ont été marqués par des concepts. Ce qui confectionnaient les concepts des nations sous-développées.
Donc ils sont sous, ce sont des incapables. Il ne s'agissait pas de gens qu'il faut aider. Il s'agissait de gens incapables. Ils ne peuvent rien faire sans nous. On a tout fait pour détruire l'homme noir dans sa conscience, dans sa culturalité, dans sa vision. Mais hélas, il y a eu quand même des génies existent, de grands esprits noirs existent, qui ont fait qu'à tout moment, toute période, il y a eu des gens qui se sont élevés pour dire non. Notre vocation, ce n'est pas de devenir l'Europe, mais notre vocation, quelque part, d'être l'Afrique. Et sur le plan culturel, notamment quand les États africains prennent leur indépendance dans les années 60, le maître mot, c'était l'identité culturelle. Dès que les pays accèdent à l'indépendance, ce n'était même pas encore la revendication économique. Notre identité culturelle. Tous les États membres africains, c'était l'identité culturelle. Ce n'était pas la croissance économique, c'était l'identité culturelle. Donc, de la fin de la colonisation, nos pays sont passés directement au néocolonialisme. Donc, ils n'ont pas eu le temps de prendre toutes les armes et les stratégies pour se construire un véritable destin. Non seulement il y a le néocolonialisme, il y a la guerre froide. Donc, tous les pays africains, généralement, n'ont pas droit à l'autodétermination. Ou vous êtes à gauche, ou vous êtes à droite. Donc, en fait, politiquement, les États africains, s'il faut le dire de façon assez brutale, n'existaient pas. Parce qu'il fallait être soit derrière l'un ou soit derrière l'autre. Mais il y avait toujours un problème, parce qu'en face de nous, nous avions les dominateurs qui se sont préparés depuis des siècles à nous maintenir dans cette situation-là. Et que nous aussi, on devait prendre aussi des stratégies de tout un siècle pour faire face aux gens qui veulent faire d'un monde unique un visage unique. Et donc, là, quand nous vont sur les aspects socio-culturels et autres, mais il y a des choses qui doivent nous interpeller. Quand certaines organisations internationales ont commencé à parler du nouvel ordre mondial, ces organisations internationales ont été attaquées. Donc, nous avons affaire, dans ce monde où nous vivons, de gens qui croient que l'injustice est vraiment la véritable forme d'injustice. Maintenir les autres dans la faim est vraiment la meilleure façon de donner la nourriture aux autres. Maintenir les gens dans la soif est la meilleure façon de donner de l'eau aux gens. Donc nous sommes vraiment dans un monde injuste et barbare. Donc il nous faut, quand nous voulons faire la renaissance panafricaine, nous prendre conscience que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de cadeau. À l'UNESCO, quand il y a eu le débat sur le nouvel ordre mondial de l'information et la communication, parce qu'on voulait un monde juste, il faut que l'information circule pour qu'il n'y ait pas la désinformation, une mauvaise utilisation de l'information. L'UNESCO a été totalement attaqué en disant vous devenez anti-occidental. Qui veut la renaissance panafricaine, ce ne sont que les Noirs. Et quelques Noirs, mais pas tous les Noirs. Et qui veut la renaissance panafricaine, il y a un problème d'élite. Parce qu'il y a une élite européenne d'essence panafricaine. C'est-à-dire que ce n'est pas une élite panafricaine, mais c'est une élite européenne, mais qui parle du panafricanisme. Il y a aussi une élite vraiment panafricaine qui parle du panafricanisme. Il y a aussi une élite vraiment occidentale, européenne, qui, quand il parle de panafricanisme, de la renaissance panafricaine, c'est pour la contrecarrer. Il faudrait que nous puissions définir les grandes valeurs culturelles. La situation de l'homme noir en Afrique et dans le monde est critique. Et c'est ce qui me ramène maintenant à ce que j'avais dit tout à l'heure, la prise de position de bénédiction par l'homme noir. Quand nous lisons la Bible, on nous dit que Joseph était parti en Égypte. Et là, sa famille était restée avec Jacob, il y avait la misère, il y a la famine qui est arrivée. Il devait aller en Égypte pour pouvoir bénéficier de la nourriture, la situation. Donc la situation que Joseph avait acquis quelque part a permis à ce que son peuple qui était dans la faim puisse se retrouver. Donc Joseph, quelque part, il arrive, il se positionne et son positionnement sert aussi à ce qu'ils ont laissé. Ça m'a ramené un principe juif. Les juifs, ils ont ce principe-là, leur force c'est quoi? Tout ce que vous faites doit rayonner vers la source d'origine. La renaissance panafricaine ne peut avoir comme base l'Afrique, source là où nous sommes partis. Donc, quand quelqu'un a réussi en France, en Belgique, tout ça partout aux États-Unis, s'il ne rentre pas sur l'Afrique, il n'est pas béni. Parce que si les Africains sont nus, si les Noirs en Afrique sont nus, tous les Noirs à travers le monde sont nus. Si les Noirs qui sont en Afrique meurent de faim, tous les Noirs, même si tu as mangé comme tu as mangé, tu meurs toi aussi de faim. Si on est en train de massacrer les Noirs en Afrique, même si tu es Noir américain, tu dois constituer que c'est moi qu'on est en train de massacrer. C'est pour dire,
Tant que nos bénédictions n'allons pas la mener pour construire l'Afrique, le racisme continuera. La ségrégation raciale continuera. La misère noire continuera. Tant que l'Afrique ne va pas redevenir l'Afrique, même les Noirs américains dans leur combat, ils ne pourront jamais se dire que nous avons gagné le combat. Parce qu'ils veulent ou non, ils sont venus l'Afrique. Donc pour qu'un jour, que le blanc sorte totalement de son racisme, il faut que l'Afrique devienne l'Afrique, une grande Afrique. Tant que l'Afrique ne deviendra pas une grande Afrique, toute la diaspora panafricaine à travers le monde sera toujours de près ou indirectement ou implicitement traitée de race inférieure par rapport aux autres. Donc, spirituellement, c'est sur le terrain d'où nous sommes venus, en Afrique, où nous devons aller relever les défis.